Comme je vous ai déjà dit, mon objectif, là, d'ici la fin de l'année, c'est d'écrire un roman. Mais c'est pas un objectif qui s'arrête là. C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Je veux écrire plusieurs petits romans, des plus longs, peu importe, mais j'ai besoin de pratiquer. Puis l'enjeu auquel j'ai été confronté, puis que je suis confronté en ce moment, c'est que ce qui me différencie, ce qui me permet peut-être d'avoir un angle un peu différent qui peut rendre ça intéressant, puis qui va rendre ça personnel, ces écritures-là, ces romans-là, ben c'est que j'ai un bon background de lecture assez théorique, que ce soit en économie, en histoire, peu importe. Mais l'enjeu avec ça, c'est que comme j'ai pas lu beaucoup de romans, j'ai vraiment une tentation importante de me dire, OK, là, tu as lu assez de livres théoriques, faut que tu lises plus de romans, faut que tu lises des livres plus théoriques sur comment bien, moins bien écrire, ce qui est une bonne chose, mais j'ai l'impression que j'étais un peu en train de me perdre là-dedans. Je me donnais des trop gros objectifs de lecture, justement, de romans, puis de romans théoriques, puis c'est niaiseux, j'étais en train de perdre un petit peu la flamme, dans le sens que moi, ce que j'aime lire, c'est pas plate, mais c'est vraiment des livres théoriques de ce genre-là, de profs d'université qui expliquent un peu le monde puis qui nous aident à mieux le comprendre. Puis l'objectif que j'ai avec les romans, c'est vraiment de venir trouver une autre façon de le vulgariser qu'avec justement un livre théorique vulgarisé, c'est de venir porter le même message ou une portion du message au travers d'un roman qui soit de 50 pages, 150, peu importe. Pour commencer, ça va être des petits romans. Fait que là, j'ai repensé à mon affaire, puis je me suis dit, bon, faut que tu continues à lire ce que tu aimes lire, mais tu vas te donner l'objectif de lire 10 romans qui sont spécifiquement sélectionnés pour t'aider à écrire le type de roman que tu veux écrire. Fait comme ça, je ne me perds pas dans tous les sens. C'est ce que je me rendais compte en lisant des livres un peu plus théoriques aussi, c'est que oui, c'est utile, mais c'est pas nécessairement optimisé en fonction de mon besoin. Puis là, je me sens rendu là à essayer de lire vraiment. Je sais ce que je veux écrire. J'ai pas besoin d'avoir en tout cas à mon avis, un background peut-être aussi large, puis d'avoir l'espèce de tentation de me dire, ben, je serai jamais capable d'écrire un roman tant que j'ai pas un bac en littérature jusqu'à un certain point. Là. Tu sais, je peux être plus efficace, plus spécifique. Fait que là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, ben, comment je fais pour trouver ces 10 romans-là? Ça m'est frappé assez rapidement. J'ai 2 outils pour le faire. Le premier, c'est avec l'intelligence artificielle, les agents, mais je peux lui faire une commande spécifique pour les trouver. Mais là, comment réaliser ces instructions-là, ce prompt-là, de sorte à ce qu'il trouve vraiment les bons? C'est là que, comme je dis, j'ai pensé à ce livre-là, The Fourth Turning, de Neil Howe. Puis en ce moment, je viens de finir justement aussi un livre de Peter Turchin, End Times, ouais, qui parle aussi de cycle, mais c'est plus mathématique, là, son affaire, mais aussi super intéressant. Fait que l'idée, justement, avec ces 2 livres-là, mais c'est de venir voir, ben, à un moment similaire de l'histoire. Tu sais, souvent, quand on plonge dans les cycles sociaux, économiques, mais on va ramener la phrase de Mark Twain là, qui dit, puis il me semble que c'est de lui, là, mais qui dit que l'histoire ne se répète pas, elle rime. Puis c'est un peu ça l'objectif, c'est de trouver ben, avec quel épisode historique est-ce que notre épisode présent rime. Puis il y a des moments avant les années 1900, mais celui qui est le plus proche puis qui semble avoir le plus de romans accessibles, mettons, pour faire cette recherche-là, ben, c'est la période entre 1929 avec la crise financière, puis 1945 avec la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que notre période est identique, c'est plus de dire qu'elle rime, puis plus précisément, là, puis là, c'est là que je vais vous parler justement de ce livre-là, parce que ça va vous donner quand même une bonne idée de la réflexion, c'est quand même intéressant, c'est de se dire que, ben, lui, il part de ce point-là, là, c'est que culturellement, on a une volonté de progresser. Ça, c'est l'élément numéro 1. Puis cette volonté-là de progresser fait en sorte que les différentes générations, dépendamment du moment où ils vont naître,
ben, vont développer une espèce d'archétype collectif, des caractéristiques collectives qui sont liées au moment où ils naissent. Puis là, ça peut avoir l'air semi-ésotérique, cette affaire-là, mais c'est quand même quelqu'un de très réputé et lui en finance vraiment beaucoup. Puis vous allez voir, ça fait quand même du sens avec un petit exemple. Fait que mettons, mini-exemple, on est dans une société qui veut devenir démocratique. Il y a des gros combats sociaux, ça débat fort, il y a des combats physiques même, des gens qui meurent, peu importe. Puis ben, la génération qui vit ce moment-là très intense, ben, va le vivre d'une certaine manière. Puis une fois que ça se réalise ou que ça se réalise pas, mais que la tension se termine, ben, la génération suivante, ben, nécessairement, elle va pas créer le même archétype, elle va émerger dans un environnement plus stable. Puis c'est là que tu arrives avec les fourth turning, il y en a quatre tournants de l'histoire jusqu'à un certain point. Puis si on prend par exemple le fourth turning, qui est généralement la crise, qui est ce qu'on vit en ce moment, jusque dans les années 2030-33, selon lui, ben, ce moment-là de crise, ben, lorsqu'il se résout, ben, généralement, c'est parce qu'il y a eu des compromis, soit que ça mène à une résolution positive ou négative, mais dans tous les cas, on finit par le résoudre et mettre plein de choses sous le tapis. Puis ces choses sous le tapis-là, ben, pendant le premier turning, ben, on les laisse là, on est collectivement, on a de l'espoir, on vient de sortir d'une crise, on est heureux. Puis c'est pour ça, mettons, si on reprend 1929 à 1945, ben, tu as les 30 glorieuses qui suivent, avec la croissance économique revient, c'est les beaux jours jusqu'à un certain point, il va appeler ça le printemps. Mais une fois que le printemps est fini, ben, veut pas, ce qu'on a mis sous le tapis, ben, on se dit, ben, on est peut-être capable d'en régler une partie. Fait que là, on se dit, bon, ben, OK, t'as la génération qui est née après le fourth turning, qui vieillit, puis là, elle tombe justement dans ce deuxième turning-là, qui représente l'éveil, fait que l'été. Puis c'est pour dire que on veut essayer de régler ce qu'on n'a pas réussi à régler pendant le dernier fourth turning. Fait que, par exemple, on a réussi, après 100 sueurs et travail acharné, à avoir une démocratie, mais on a mis sous le tapis le fait que les femmes n'ont pas le droit de vote, puis que pour avoir le droit de vote, ben, il faut que tu aies une propriété, par exemple. Fait que là, arrive cette période-là, on se dit, ben là, ça, faut régler ça, on essaie de le régler. Fait que là, on se bat, on travaille fort, c'est là que tu as des mouvements sociaux. Mais tu te rends compte qu'il y a une espèce d'inertie qui vient avec le changement qui a découlé du fourth turning. Tu ne veux pas nécessairement retomber rapidement en crise. Il y a quand même une valeur, jusqu'à un certain point, la stabilité. Les gens qui ont vécu le fourth turning sont pas encore morts, ils sont encore traumatisés par ça. Fait que c'est comme une espèce de, on pourrait dire, une espèce de conflit générationnel dans ces périodes-là. Puis la génération qui essaie de changer davantage les choses, aidée par les autres, bien entendu, là, ça reste des modèles là, pour comprendre les intentions générales des générations. Il y a toujours des transfuges, là, on s'entend. Mais tout ça pour dire qu'il y a du cynisme qui finit par se développer dans cette génération-là. Puis c'est là qu'on tombe dans le troisième turning, qui est l'automne. C'est ça, c'est comme ça qu'il le... Ouais, l'automne. Puis pendant cette période-là, ben c'est ça, c'est là qu'on se rend compte que le cynisme s'accroît, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, même on réalise qu'on n'arrivera pas à faire les changements structurels qu'on veut faire. Puis encore une fois, on le rappelle, dans chacun des turnings, tu as une génération qui naît, tu as une génération qui vieillit, tu as une génération qui devient très vieille jusqu'à un certain point. Puis chacune des générations vont développer un archétype. Là. Je ne veux pas rentrer trop dans la complexité, là, mais tout ça pour dire que tu finis par retomber dans un autre fourth turning, qui devient une crise, qui naît finalement de l'impasse, du cynisme, qui découle de ce qu'on a mis sous le tapis pour réussir à s'entendre lors du dernier fourth turning, puis on est reparti pour un tour. Donc, super intéressant. Puis là, vous allez me dire, ben, OK, une fois que ça c'est dit, comment tu fais pour trouver tes livres? Ben, c'est là que, ben, d'abord, ce qui est pertinent justement dans les instructions que j'ai écrites, ben, justement, j'ai structuré ça avec les différents paliers. Fait que là, je commençais par décrire, bon, ben, qu'est-ce qui était un fourth turning, c'est quoi les caractéristiques, puis les caractéristiques, c'est très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Là, ça, c'est la première couche. La deuxième couche,
c'est l'archétype des individus. Puis là, moi, je me dis, bon, ben, c'est à qui je m'adresse? Je m'adresse aux jeunes puis aux adultes. Fait que dans une période d'incertitude, les jeunes qui sont nés, fait que mettons pour notre génération, ce serait les Z, puis je pense les alphas, mais qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils naissent dans une incertitude profonde, fait que généralement, ils vont être davantage protégés, et que ça vient affecter leur archétype collectif, leurs besoins, justement, en termes de quête de sens. Puis, ce que je me suis rendu compte, justement, en le creusant un petit peu, pour bien le résumer, là, c'est un peu les Descartes, jusqu'à un certain point de notre époque, dans le sens que il y a comme une recherche dans toute cette incertitude-là à savoir qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui s'écroule pas dans toute cette incertitude-là, dans tout ce qu'on peut remettre en question, dans ce que tu peux pas croire de la gauche, de la droite, tu sais, qu'est-ce qui reste. Puis c'est là que tu en arrives au je pense donc je suis de Descartes, puis que finalement, ben, tu te ressentes sur ton individualité, puis sur la seule chose que tu es sûr qui existe, c'est ton identité, puis tu veux avoir la capacité de te sentir validé jusqu'à un certain point en tant qu'individu, puis que tes peurs, tes inquiétudes soient validées également. C'est pour ça qu'ils vont valoriser beaucoup l'authenticité, l'importance de la vulnérabilité. Puis là, encore une fois, là, c'est juste pour se donner un modèle mental. On peut attaquer ça de tout bord, tout côté. C'est vraiment juste pour se donner une idée, puis trouver des livres qui vont répondre à ça. Fait que, tout ça pour dire, les jeunes, ils naissent dans un environnement très incertain et cherchent de la certitude. Cette certitude-là se retrouve dans leur individualité, dans la vulnérabilité, l'authenticité. Puis ça devient un bon guide pour savoir ben, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme livre, quel type de message, de morale peut venir les nourrir justement, de sorte à être capable de se solidifier comme futurs adultes dans un monde très incertain, puis qui va le rester encore un certain temps, jusqu'à temps qu'ils deviennent justement à l'âge adulte un peu plus avancé. Fait que ça, c'est un côté. L'autre, ben, c'est les adultes. Eux, à notre époque, ce serait les milléniaux, ce serait ma génération jusqu'à un certain point. Puis eux aussi sont nés dans une certaine incertitude, moins importante que les Z puis les alpha, mais on est né dans le troisième turning, fait qu'il y avait déjà de l'incertitude. On a été quand même aussi plus couvé que, par exemple, les X ou les boomers, mais on a eu plus de capacité à internaliser des outils pour survivre à ce fourth turning-là, parce qu'on n'a pas été confronté dès le départ à toute l'incertitude, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau politique, au niveau des guerres, que ce soit au niveau des réseaux sociaux. On a eu le temps de se faire préparer directement ou indirectement à ça. Puis ce qui fait de nous, jusqu'à un certain point, des gens qui, ce que je m'étais noté, c'est ça, qui vont être, puis ça on le voit tellement avec les réseaux sociaux, c'est fou, mais en quête de pouvoir changer les choses, mais sans trop idéaliser, c'est de rester réaliste, c'est profondément, là, pour trouver un autre philosophe là, que Descartes, mais là ce serait plus Marc Aurèle, ce serait le stoïcisme, pas pour rien là, que le stoïcisme marche à côté sur les réseaux sociaux, c'est que ça vient donner un outil pour agir dans l'incertitude. La génération alpha, Z, ils veulent survivre dans l'incertitude. Puis nous, les milléniaux, vu qu'on est un peu plus vieux, ben, on est rendu à une position où on peut prendre un certain leadership, on sent la pression de devoir agir dans la bonne direction. Puis pour être capable d'agir, ben, on a le sentiment de devoir équilibrer une espèce de paradoxe vers où on aimerait tous réussir à aller, puis notre capacité à s'y rendre jusqu'à un certain point, considérant tout ce qui est venu avant, puis le cynisme ambiant, puis une espèce d'idéalisme, c'est ça, on est directement entre un besoin de réalisme, puis un enjeu d'idéalisme, qui, si on ne fait pas attention, va juste renourrir du cynisme, ce qui peut être vraiment difficile pour accomplir quoi que ce soit. Fait que ce que veut plus précisément un adulte qui est millénial jusqu'à un certain point, c'est de trouver une façon de transformer l'incertitude en certitude. Puis là, une fois que ça s'est dit, j'essaie de repenser là, à tout ce que je viens de dire. Je suis pas certain que ça a été super clair, parce que là, on s'entend, la largeur du livre est quand même super importante. C'est le deuxième en plus qui vient expliquer tout ça. Puis là, le but, c'est pas de rentrer profondément là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des livres qui peuvent
vous aider, si vous voulez écrire pour des individus en particulier, ben, à mieux les connaître ou à vous faire des modèles mentaux pour mieux les connaître. Puis, à mon avis, ça, le fourth turning, c'est exactement ça. Fait que j'ai pris cette information-là, je l'ai mis dans un prompt que j'ai testé dans ChatGPT puis Manus AI avec leurs agents. Puis je me suis sorti 10 livres. Si vous voulez les livres, là, je vais les mettre en description. Si ça vous intéresse de voir sur quoi je suis tombé, si vous les connaissez. J'ai quand même essayé de trouver dans le prompt, j'ai mis que soit au moins des 4 de rating, puis qui a été assez lu sur Goodreads pour essayer de trouver des livres populaires, là, un minimum. Puis une fois que ça s'est dit, on s'entend, c'est pas une science exacte, là, ce livre-là. Le but, c'est pas de venir nécessairement prédire l'avenir directement, c'est plus se donner une carte mentale pour faciliter l'action, pour pas figer devant énormément d'incertitudes. Puis, c'est généralement assez populaire en finance parce que ça vient assez bien vulgariser le besoin justement de contrôler un minimum son risque, de venir gérer son risque. Mais dans le cas du roman, ce qui est vraiment super cool avec ce livre-là, c'est que justement, vu qu'il fonctionne avec des archétypes, puis collectifs, liés aux périodes dans lesquelles les individus vivent, ben, ça fait en sorte que, à la question à qui est-ce que tu t'adresses dans ton roman, ben, tu arrives à avoir plein de morceaux qui sont appuyés au moins sur un minimum de tangible jusqu'à un certain point. Bon, ben, l'incertitude d'une période historique, ben, qu'est-ce que ça implique dans l'archétype collectif de différentes générations, les jeunes, les adultes, puis les plus vieux. Puis une fois que tu mets tout ça ensemble, ben, ça te donne une vision un peu plus claire de à qui tu t'adresses, puis ça te permet aussi de venir diagnostiquer puis cibler un peu plus directement qu'est-ce qui leur serait utile de lire pour venir résoudre les défis auxquels ils sont confrontés, considérant qui ils sont collectivement dans le moment d'incertitude. Donc, comme je vous disais, chez les plus jeunes, l'objectif, c'est de trouver de la certitude dans l'incertitude, ce qui fait penser au je pense, donc je suis de Descartes. La seule réelle certitude, c'est que tu penses, donc tu es. Puis, pour les adultes, ben, c'est plutôt de pouvoir transformer l'incertitude en certitude, fait qu'il y a un volet beaucoup plus action, justement à cause de leur âge, sont en position de leadership. Puis c'est pour ça que le stoïcisme est aussi populaire chez ma génération. Donc voilà, merci d'avoir été là. J'espère que Vrpa, ça a été probablement un peu compliqué comme vidéo, dans le sens que là, j'ai pas nécessairement énormément de temps pour me préparer, mais je veux réussir à faire ce genre de vidéo. Là, pareil, fait que même si ça prend une coupe de chemin, puis tu arrives juste à apprendre différents éléments pour ta réflexion, ben ce sera déjà ça. Puis sinon, ben ça vaut la peine là, si tu veux te procurer ce livre-là. Il est juste en anglais par contre, il me semble. Mais sinon, encore une fois, merci de prendre le temps chaque semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre problème que je vais essayer de régler dans mon parcours d'écriture. Donc voilà, merci, ciao!